Chevet de notre planète, Jean-Marc Jancovici, il nous parle environnement le samedi matin sur RTL, nous sensibilise notre ingénieur énergie-climat. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Tiens, sur la table ce matin, un dossier qui vous intéresse et un sujet particulièrement intéressant pour vous sont les pistes cyclables. Alors en France, nous avons à peu près 20 000 km de pistes cyclables, selon les derniers chiffres qui viennent d'être publiés par le ministère de l'écologie, alors que nous avons 1,1 million de kilomètres de routes. Ces routes, il y en a à peu près 15 mètres par Français. Et si on regarde la superficie qu'elles occupent au sol, vous et moi, et tous les gens qui nous écoutent, nous en possédons, entre guillemets, à peu près 75 mètres carrés par personne. Alors que dans le même temps, nous avons un peu plus de 40 mètres carrés de logements habitables par personne, et nous avons à peu près 25 mètres carrés de tertiaires par personne. Les hôpitaux, les écoles, les bureaux, les commerces, etc. Donc c'est pas complètement négligeable, le réseau routier dans ce pays, et on pourrait se demander si les pistes cyclables sont à la hauteur des ambitions que nous avons pour ce mode de déplacement. Alors si on regarde aujourd'hui ce que pèse le vélo dans les déplacements, c'est 2,5% des déplacements, c'est 1% des kilomètres parcourus. Donc on pourrait se dire, bon, 2% du réseau routier pour les vélos, bah, on est à peu près dans les clous. Sauf que c'est une pratique qui augmente rapidement. 16% des Français disent aujourd'hui l'utiliser comme mode de déplacement principal, ça commence à faire beaucoup plus que 2%, et 30% des actifs disent s'en servir très régulièrement pour aller au travail, voire s'en servir comme mode principal pour aller au travail. Donc 2% face à ces 16 et 30%, là on peut se dire que vraiment, c'est pas beaucoup. Alors faire du vélo et le multiplier pour la planète, c'est très très bien, on est d'accord. Il faut multiplier ces pistes cyclables et les vraies pistes cyclables. Alors, avoir plus de pistes cyclables, à mon avis, c'est un investissement qui est gagnant sur tous les plans. D'abord, toutes les enquêtes montrent que c'est le premier facteur de basculement vers le vélo, c'est-à-dire que la cohabitation avec les voitures est un truc qui, à juste titre, terrorise les cyclistes et encore plus les parents de cyclistes. Si vous avez des enfants qui ont l'ambition d'aller à vélo à l'école, ce qui est excellent, ça leur fait faire un peu d'exercice, etc., vous n'aurez aucune envie de les laisser faire s'ils doivent partager la voirie avec des voitures. Le deuxième sujet, c'est que ça coûte pas cher. La piste cyclable, ça coûte, allez, on va dire 100 000 € du kilomètre, et donc c'est peu onéreux pour les finances publiques, alors que ça fait gagner de l'argent aux finances publiques et notamment à la sécurité sociale, parce que chacun sait que la sédentarité est devenue aujourd'hui un des premiers facteurs de mortalité évitable. Il faut rappeler aux gens que de rester assis toute la journée, ça nous tue. Et donc, de ce point de vue, c'est quelque chose d'excellent pour les finances publiques. C'est également quelque chose d'excellent pour la pollution, parce qu'un vélo pollue un tout petit peu, il y a l'abrasion des pneus sur la chaussée, etc., mais quand même beaucoup moins qu'une voiture. Et donc, pour tout ça, c'est très bien de faire des pistes cyclables. Et il faut en faire des vraies. Alors, les vraies, idéalement, c'est totalement séparé de la circulation des voitures, avec une séparation physique. Et c'est aussi, peut-être vous surprendre, séparé de la circulation des piétons. J'emprunte assez souvent une voie mixte, et cette voie mixte, bien évidemment, chacun considère qu'elle est à lui. Donc, le piéton considère qu'elle est à lui, et donc il y fait promener son chien avec la laisse qui occupe toute la largeur de la voie. On y met des gens qui font jouer leurs enfants, des groupes qui se déplacent en occupant toute la largeur de la piste de dos avec la musique dans les oreilles. Enfin bon, bref, le piéton, c'est pas un cycliste. On ne demande pas aux piétons de descendre dans une rue où la vitesse est limitée à 30 km/h pour les voitures. Et là, il faut aussi faire une vraie séparation. Et je considère que c'est légitime parce que la voirie est payée par mes impôts et les vôtres, et ceux des gens qui nous écoutent, et non pas par l'usager. Et comme je paye autant d'impôts qu'un automobiliste, je ne vois pas pourquoi j'aurais pas droit à autant de voirie que lui. Le message du matin, il est signé Jean-Marc Jancovici, le patron du Shift Project. Vous réécoutez tout ça tranquillement. Un podcast replay disponible sur l'appli RTL. Justement, quelle place elle a, la voiture en ville ? Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus ? On voit que l'emprise au sol, on voit que même une voiture en roulant, ça occupe énormément de place. Quelle place aujourd'hui elle a en ville, la voiture ? Alors ça dépend énormément des villes, mais ce qui est frappant, c'est quand c'est les heures où il y a des embouteillages, et notamment les ponts, où on se rend compte qu'aux heures de pointe, sur un pont, on peut avoir à peine 15 ou 20% du pont qui est dédié au vélo, et tout le reste, alors un peu des parts congrues des deux côtés pour les piétons et le reste à la circulation automobile, mais comme il y a trop de voitures, ça fait comme quand vous voulez transvaser votre sac de riz à travers un entonnoir, ça bloque, et ça se congestionne totalement, et donc vous avez cette chose paradoxale, si on regarde la photo, qu'on prend une photo, qu'on compte le nombre de voitures, qu'on compte le nombre de piétons et de cyclistes, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup plus de voitures, de personnes dans les voitures, que de personnes sur les vélos, que de piétons. Mais si, au lieu de juste prendre une photo à un instant T
vous faites un film et un comptage, comme les vélos qui pourtant prennent beaucoup moins de place, comme ils sont plus frugales en espace, ils ne se bloquent pas entre eux. En fait, vous regardez pendant 1 heure et en fait, vous constatez que, alors qu'ils n'ont que 15% de la place, ils constituent plus de 50% du flux en être humain, pas en tonnes de ferraille déplacées inutilement. Et donc, aujourd'hui, alors qu'on pourrait avoir l'impression qu'il y a à peine 3% de part modale en France, avec les champions qui sont à peine à 15%, donc c'est encore très loin de taux néerlandais qui sont à 40 ou 50%, dans des villes comme Groningen, dans le nord des Pays-Bas, ou des Utrecht, dont on loue souvent le plus grand parking vélo lié à une gare, etc. Mais en fait, en France, déjà, aux heures de congestion, là où on a fait un peu d'aménagement cyclable, le vélo peut déjà faire 50% du trafic dans certains points. Donc ça montre vraiment sa redoutable efficacité. Et c'est vrai que ça montre aussi un des pièges de la voiture, parce que qu'elle soit électrique ou partagée, ou tous les avantages ou matériaux recyclés, tout simplement, d'une part, vous n'avez pas d'activité physique, et donc il y a tous les méfaits de la sédentarité de l'activité et du manque d'activité physique. Et par ailleurs, c'est tout simplement peu efficace en espace. Dans un système de transport idéal, entre guillemets, qui n'existe pas, pour la voiture, il faudrait qu'il y ait 4 fois plus de places de stationnement que de voitures. À ce moment-là, en effet, il y aurait des immenses parkings partout. Ça ressemblerait à aux États-Unis, l'image qu'on a un peu des États-Unis. Heureusement, c'est pas partout comme ça. Pardon, je vous coupe, mais aux États-Unis, il y a une loi justement qui oblige à chaque fois qu'on crée un magasin, un logement, etc., à avoir, je crois, 4 places de parking. C'est aussi pour ça que ça explique les parkings gigantesques aux États-Unis. Oui, et en fait, l'automobile a un appétit insatiable en espace. Plus on lui en donne, plus c'est un appel d'air, et il y a un effet rebond. On construit une voie supplémentaire parce qu'il y a des embouteillages, et on constate qu'il y a encore plus de voitures, et que finalement la situation a empiré. À l'inverse, quand on enlève certaines voies, on voit ce qu'on appelle l'évaporation du trafic, parce que les gens ne sont pas stupides, et ils vont dire, bon, pour 2 km, je vais prendre mon vélo, il y a un métro, tant pis, je vais me serrer à des gens, d'autres gens, et je vais le prendre le métro. Et en effet, il y a cette espèce d'image en France que les automobilistes sont persécutés, que ce sont des vaches à lait, etc. Alors qu'en réalité, on leur a abandonné une part majeure de l'espace. D'ailleurs, c'est ça qui a fait que les enfants n'allaient plus du tout, notamment dans le rural, à l'école à vélo, parce que il y a eu de plus en plus de voitures, donc c'est devenu objectivement dangereux de se déplacer à vélo. Donc on a mis en place des transports scolaires qui, eux, ont rendu encore plus dangereux le vélo, parce qu'en plus des voitures, il y avait en plus des véhicules à grand gabarit. Donc on a tué le vélo comme ça, avec un cercle vicieux de la dépendance automobile. Oui, c'est vrai. Mais moi, mon grand-père me racontait que quand il était petit, donc il y avait encore très peu de voitures, on était dans les années 40, un peu avant, il faisait Vouziers-Reims en vélo, ça doit faire, je sais pas, une trentaine, quarantaine de kilomètres pour aller à son internat. Ça, c'est des choses qu'on ne voit plus, par exemple. La place de la voiture a rendu ces trajets-là impossibles. Ce genre de trajet était possible parce qu'on croisait quelques voitures. C'était totalement épisodique. Aujourd'hui, vu l'intensité du trafic, malgré la croissance du nombre de routes, alors le kilométrage de route a cru moins vite que le nombre d'automobiles. Et donc, en effet, on a des phénomènes de saturation, ou en tout cas, aujourd'hui, dans la situation actuelle, il est inconcevable de juste mettre des collégiens sur la route et de les laisser faire 10, 15 ou 20 km, alors que leur organisme, dans l'absolu, il pourrait le faire sans aucun problème, parce qu'on n'avait pas anticipé, on n'avait pas simulé qu'est-ce que ça ferait 40 millions de voitures. Quand on voit l'espace qu'il faut pour garer une voiture, dégagement compris, pas juste les quelques mètres d'emprise au sol, mais dégagement compris, et quand on imagine
qu'une voiture, quand elle est en mouvement, elle a besoin d'une ce qu'on appelle une surface dynamique. C'est la seconde devant vous et la demi-seconde derrière vous. Vous arrivez à 500 mètres carrés quand vous êtes à 130 km/h. C'est ça qui fait qu'on peut diminuer la congestion juste en baissant les vitesses, parce que on n'arrive pas à ce phénomène de grainerie qui se bloque dans l'entonnoir. Et donc aujourd'hui, vous connaissez cette suite d'images de Sampé où au début il roule dans une voiture. Il y a le riche qui arrive avec sa voiture. Ensuite, il y a de plus en plus de voitures. Et à la fin, c'est le riche qui prend le vélo et la population, enfin la classe moyenne qui est bloquée dans le trafic. Et c'est vrai que la voiture fonctionnerait bien tant que c'est une élite qui l'utilise, ou alors les gens qui l'utilisent quand ils vont à la gare comme un taxi, quoi. Quand ils vont à la gare, qu'ils ont des grosses valises une fois par an, ça ne pose pas de problème. Le problème, c'est l'abus de voitures individuelles sur des distances courtes dans des zones saturées. C'est ça qui pose vraiment problème. Ce n'est pas les automobilistes, c'est les habitudes de transport que tout le matraquage publicitaire et toutes les politiques d'aménagement du territoire ont causé, où finalement on a l'impression que c'est cette bulle de salon qu'on emmène partout où on veut avec soi, et finalement on n'a pas envie d'abandonner cette bulle, et en même temps on est frustré parce qu'on est dans les embouteillages et c'est la faute de tous les autres. Si eux ils venaient pas en voiture, moi je pourrais avoir une circulation fluide. Il y en a qui ont un discours souvent un peu différent, c'est les commerçants qui disent « ouais mais si on enlève des places de parking, en fait on va plus avoir de clients ». Est-ce qu'il y a des études qui attestent de ce qu'ils disent, ou au contraire, là ce que vous dites c'est que les vélos sont en fait plus efficaces, peuvent permettre de transporter plus de gens d'un point A à un point B. Les villes qui ont diminué la place de la voiture en leur centre, qu'est-ce qu'elles constatent vis-à-vis justement du commerce de centre-ville ? Il y a un adage qui est vraiment faux, c'est « no parking, no business ». C'est en effet ce que vous avanciez sur les États-Unis, l'obligation de créer un certain nombre de places quand il y a un commerce. Aujourd'hui, toutes les études montrent que la piétonisation ou la réduction de la place de la voiture accroît l'attrait commercial des centres-villes, et que le vrai problème des désertifications des centres-villes, c'est pas qu'on ait facilité ou pas de se garer en voiture, c'est qu'on ait autorisé la création de grandes surfaces alimentaires ou de grands groupes type galeries marchandes à l'extérieur des villes. C'est ça qui a tué le commerce local. Alors après, on a toujours des biais cognitifs, notamment ce qu'on appelle des biais de confirmation. Quand vous avez l'impression que les gens ne viennent plus chez vous parce qu'avant ils pouvaient se garer, maintenant ils ne peuvent plus, il suffit qu'il y ait 2 personnes dans la journée qui vous disent sur vos 200 clients j'ai eu du mal à me garer, et ça, dans votre esprit, ça veut dire qu'il n'y a plus personne qui vient chez vous à cause de ça. Après, il y a plusieurs autres biais, c'est que les commerçants souvent raisonnent par panier moyen, et en effet, quand on est à vélo, on va plutôt faire du réassort tous les jours que de faire des grandes courses une fois par semaine en remplissant un caddie puis un coffre de voiture. Donc il y a une chute du panier moyen, mais généralement, les clients cyclistes sont des clients, ou piétons, sont des clients plus réguliers et plus fidèles. Et donc, au final, que ce soit l'étude menée sur la piétonisation du centre de Lorient, que ce soit dans d'autres villes, les commerçants sont gagnants.